Salut, je m'appelle Théna. Lors de la lecture du testament, l'avocat de mon grand-père m'a remis un chèque de 29 millions de dollars. Mes parents l'ont déchiré en deux, puis l'ont incendié, juste devant moi. Ils ont crié, « C'est ce que tu obtiens pour nous avoir coupés. » Mais je n'ai pas bronché. Je n'ai même pas tendu la main vers les cendres, car ce qu'ils ont brûlé n'était pas ce qu'ils croyaient. Et ce qu'ils n'avaient jamais vu venir, c'est à qui grand-père avait laissé le véritable testament. Avant de nous plonger, d'où écoutez-vous? Laissez un commentaire ci-dessous. Ce n'est pas seulement un drame familial, c'est ce qui arrive quand on en a marre de se taire. Alors, êtes-vous prêt à voir ce qu'ils n'ont jamais vu? Je n'avais pas porté de talons depuis des années, mais je les ai mis ce matin-là, principalement pour les entendre claquer contre le marbre du cabinet d'avocat. Quelque chose dans ce son me donnait un petit supplément de force, comme si j'entrais en guerre. Non pas que quelqu'un l'ait remarqué. Ni ma mère, qui m'a regardé comme si j'étais la stagiaire. Ni mon père, qui a à peine hoché la tête. Et certainement pas Romy, qui était appuyée dans son siège, jambes croisées, lunettes de soleil sur la tête, comme si elle attendait le voiturier. Monsieur Sheridan, l'avocat de la famille, s'est raclé la gorge et a fait signe à tout le monde de s'asseoir. Nous sommes ici pour exécuter les dernières volontés d'Edwin Marin, a-t-il commencé, d'une voix égale. À sa demande, tous les membres de la famille proche sont présents. Je me suis assise en dernier, discrètement, toujours la dernière. La salle de conférence sentait le vieux cuir et le cirage au citron. Je m'en souviens parce que je m'y suis fixé pour empêcher mes mains de trembler. De l'autre côté de la table, maman tripotait déjà ses perles. Les bras de papa étaient fermement croisés. Romy tapotait ses ongles sur la coudoir. Et quand monsieur Sheridan a ouvert le dossier, elle a même relevé le menton, comme si elle savait déjà qu'elle avait gagné. Votre père a fait des attributions spécifiques, a dit monsieur Sheridan, dépliant une feuille impeccable. À sa fille, Romy Marin. Romy a levé la tête, il laisse la cabane à Jackson Hole et la guitare Gibson de 1959. Romy a cligné des yeux. Je suis désolé, c'est tout? Il n'a pas répondu, il a juste continué à lire. À Laurence et Dana Marin, son fils et sa belle-fille, il laisse l'horloge grand-père de famille, sa collection de vinyles et un don de 10 000 $ fait en leur nom. Maman a émis un son comme si elle avait avalé un insecte. Excusez-moi. Papa a ricané. C'est une blague. Et à Télina Marin. Monsieur Sheridan a fait une pause, puis s'est tourné directement vers moi. Il laisse l'intégralité de sa fortune financière, totalisant 29 246 000 $. On aurait pu entendre une plume tomber. Quoi, a aboyé mon père. Monsieur Sheridan est resté ferme. C'était notarié. Il a fait ce changement en personne il y a 3 mois. C'était délibéré. Ça ne peut pas être vrai, a dit maman. Elle ne nous a pas parlé depuis des années. Elle a quitté cette famille. Elle nous a abandonnés. Papa a claqué, sa voix montant. Elle ne va pas arriver ici comme une martyre et encaisser une fortune. Monsieur Sheridan, à son honneur, n'a pas scié. Au lieu de cela, il a tendu la main sous le bureau et a sorti une épaisse enveloppe marron, scellée à la cire. L'ancien tampon de grand-père, le cheval qu'il avait sculpté lui-même, était toujours visible. Mes doigts ont hésité, mais j'ai tendu la main et l'ai prise. À l'intérieur se trouvait un chèque plié et une note, pour celle qui est restée silencieuse et est restée forte. Tu n'as jamais été oublié. J'ai tout vu. Avant que je puisse la lire 2 fois, la main de mon père a jailli de l'autre côté de la table et a arraché le chèque de mes genoux. Qu'est-ce que vous faites, ai-je demandé, ma voix égale. Il n'a pas répondu. Il l'a levé, l'inspectant comme s'il était faux. Maman a arraché la note. Rends ça. Est restée silencieuse. Tu veux dire ingrate. Elle l'a déchiré en 2, puis encore, jusqu'à ce que les mots soient illisibles. Romy s'est penchée en arrière, souriant d'un air narquois. Oh, s'il te plaît. Tu n'es pas la victime ici. Tu as toujours joué la pauvre petite Talina. Tu nous as coupés. Grand-père a juste eu pitié de toi. Ce n'est pas vrai. Mais papa tirait déjà un briquet de sa poche. Laurence, a averti monsieur Sheridan, debout. Je ne la laisserai pas se racheter, a-t-il grogné. Il a allumé la flamme. Le chèque s'est enroulé rapidement, la fumée s'élevant en délicate spirale, jusqu'à tomber, noircie, dans le cendrier en cristal devant lui. Maintenant, a-t-il dit,
la voix épaisse de rage, nous sommes quittes. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas scié. Maman a croisé les bras, suffisante. C'est ce qui arrive quand on trahit sa famille. Elle n'est même pas venue à l'hôpital quand papa était malade, a ajouté Romy. Je suis resté là, immobile, regardant la fumée s'élever comme de l'encens à un enterrement, regardant les dernières volontés de mon grand-père disparaître en cendres. Mais ce qu'il ne savait pas, ce chèque n'était pas réel. Ce qui a brûlé était un substitut vierge. Je l'avais trouvé dans le bureau de grand-père un mois avant sa mort. Il m'avait prévenu qu'ils essaieraient de ruiner tout ce qu'ils ne pouvaient pas contrôler, il m'avait dit qu'ils voudraient détruire quelque chose. Alors nous l'avons planifié. Le vrai chèque avait été transféré directement à un trust séparé, intouchable, intraçable. Le dossier qu'il m'avait remis en privé 2 mois plus tôt était toujours glissé dans la poche de mon manteau. Alors j'ai souri. Pas le genre de sourire que l'on affiche sur les photos de famille, le genre qui monte lentement, comme l'aube après un long hiver sombre. Ils avaient déjà décidé que j'étais la paria, celle qui était partie. Qu'ils gardent cette version. Qu'ils croient qu'ils ont gagné. Je me suis levé lentement, pressant l'enveloppe maintenant vide entre mes mains, et je suis sorti. Pas de mots d'adieu. Pas de sortie dramatique. Juste le claquement de mes talons sur ce sol de marbre, résonnant plus fort maintenant. Dehors, l'air froid du Midwest m'a frappé le visage, mais je n'ai pas bronché. Je me suis glissé dans ma voiture, et posé l'enveloppe carbonisée à côté de moi, et ouvert le dossier marron que grand-père avait marqué, n'ouvrir que lorsqu'il le brûle. À l'intérieur, au-dessus d'un nouvel ensemble de documents, il y avait une ligne manuscrite, qu'ils croient qu'ils ont gagnée. C'est là que ça commence. Au moment où je suis arrivé sur le parking privé de la banque, le soleil de la mi-journée avait déjà dissipé le brouillard. Je suis resté un instant assis sur le siège conducteur, regardant une feuille tomber d'un vieux chêne devant le bâtiment. Il y avait un calme étrange ce jour-là, trop calme, étant donné ce que j'étais sur le point d'ouvrir. À l'intérieur de la banque, Monsieur Adams m'a accueilli avec la même dignité discrète qu'il avait depuis le jour où grand-père nous avait présentés. Il attendait déjà près de l'ascenseur. Mademoiselle Marin, il a hoché la tête, faisant signe vers l'étage sécurisé, tout a été arrangé selon les instructions de Monsieur Edwin. Nous n'avons pas beaucoup parlé pendant la descente. J'ai apprécié cela, je n'étais pas d'humeur à la conversation. Quand la porte du coffre a gémi en s'ouvrant, ce n'est pas l'air froid ou l'écho qui m'a donné des frissons, c'était le poids de ce que j'étais sur le point de voir. Monsieur Adams s'est dirigé vers le tiroir numéroté et l'a fait glisser vers moi avec un doux bruit métallique. Prenez votre temps. Je serai juste dehors, a-t-il dit avant de sortir. Je me suis assise sur le petit banc, fixant la boîte. Il y a 2 mois, grand-père m'a remis une enveloppe marron dans un restaurant près de l'autoroute I7. Il semblait fatigué, comme si les années l'avaient rattrapé d'un coup. Je me souviens de sa voix, basse mais ferme, ne l'ouvre qu'après la lecture du testament. Pas un instant avant. La clé est le mot Trium. Tu t'en souviendras. Je me l'avais répété chaque nuit depuis, comme une prière, ou peut-être un bouclier. Maintenant, alors que mes doigts déverrouillaient le loquet, je le murmurais à nouveau sous mon souffle, Trium. À l'intérieur de la boîte, soigneusement rangée, se trouvaient 3 choses, un chèque plié, une clé USB glissée dans une pochette en velours noir et un dossier de documents juridiques attaché avec un ruban rouge. Le chèque me coupa le souffle. Il était réel, indéniablement réel. 29 millions de dollars, signé de cette même écriture bouclée que j'avais l'habitude de tracer sur les cartes d'anniversaire. Le papier était plus lourd que je ne l'attendais, comme s'il portait le poids de ce qui m'avait été volé pendant des années. J'ouvris ensuite le dossier juridique. Il contenait 2 anciens testaments, l'un datant d'il y a 8 ans, l'autre d'il y a seulement 3 ans. Dans les 2, Romy et mes parents étaient les principaux bénéficiaires. Des notes manuscrites de grand-père remplissaient les marges, c'était la suggestion de Dana. Je ne le sentais pas et plus tard, Laurence a insisté à nouveau, disant que Tena ne saurait de toute façon pas quoi en faire. Les dernières pages étaient différentes, claires, décisives. Tout était à moi. Ma poitrine se serra, mais pas de tristesse, de soulagement. Puis vint la clé USB. J'ai attendu d'être de retour dans ma voiture avant de la glisser dans mon ordinateur portable. L'écran a clignoté, puis le visage de grand-père a rempli le cadre, filmé dans ce qui ressemblait à son salon, entouré de vieux livres et de la même lampe poussiéreuse sous laquelle j'avais l'habitude de me cacher quand j'étais enfant. Si tu regardes ça, je suis parti. J'aurais aimé être là quand ils se rendraient compte qu'ils n'ont pas gagné.
Il a souri, doux mais triste. Je sais ce qu'ils t'ont fait. J'en ai vu plus que je n'en ai laissé paraître. La façon dont ils t'ont exclu, ont pris ton fonds d'études, ont transformé ta chambre en débarras alors que tu étais encore à l'école. Je savais pour les mensonges, la façon dont ils disaient que tu étais difficile juste parce que tu ne rentrais pas dans le rang. Il a fait une pause, a expiré. J'aurais dû arrêter ça plus tôt, mais je pensais que peut-être que le temps arrangerait les choses. J'avais tort. Il s'est penché en avant. Tu as été la seule à ne jamais rien demander, mais à donner plus que quiconque. Tu es restée silencieuse. Tu as enduré. Ce n'était jamais une faiblesse, c'était une force. Tu as aimé sans condition. J'ai cligné rapidement des yeux, les lèvres serrées. C'est à toi maintenant. Laisse-les réagir. Laisse-les faire leurs caprices. Mais reste calme. La loi est déjà de ton côté. Ses yeux se sont à nouveau adoucis. Tu sauras quand parler. Mais parfois, le silence est la lame la plus affûtée. Puis l'écran est devenu noir. Je suis resté longtemps assise dans ma voiture, immobile. Le chèque, les dossiers, la vidéo, rien de tout cela n'a changé ce qui s'était déjà passé. Cela ne m'a pas rendu les anniversaires passés seuls. Cela n'a pas effacé la nuit où je suis resté dans le froid, regardant la maison de ma famille briller de lumière de Noël, sachant qu'il n'y avait pas un seul cadeau pour moi à l'intérieur. Plus tard ce soir-là, de retour dans ma location, j'ai posé l'enveloppe brûlée, celle qu'il pensait contenir le vrai chèque, sur ma table de cuisine. J'ai ouvert un tiroir et en ai sorti la vieille écharpe que grand-père m'avait donnée pour mes 10 ans. Elle sentait encore légèrement le cèdre. J'ai enveloppé le vrai chèque à l'intérieur et l'ai déposé délicatement dans le coffre-fort au fond de mon placard, avec la clé USB et les documents. Puis je me suis assise à mon petit bureau et j'ai ouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis des années, les lettres de l'université auxquelles je n'avais jamais répondu, les idées commerciales que j'avais autrefois esquissées quand je croyais encore avoir le droit de rêver. Un souvenir s'est glissé comme un courant d'air froid. Vacances de Noël, 2e année de collège. J'étais rentré tôt, espérant les surprendre. Au lieu de cela, je suis entré dans ma chambre et l'ai trouvée vide. Lit disparu, bureau disparu, remplacé par des poufs et des œuvres d'art. La voix de Romy résonnait dans le couloir, « C'est pas mignon ? C'est mon coin lecture maintenant. » Je n'ai pas discuté. J'ai fait mes valises en silence. Mais je me souviens être resté assise dans la voiture cette nuit-là, les mains sur le volant, me murmurant, « Tiens bon. » Et je l'ai fait. Maintenant, tenant le vrai dossier, celui dont personne d'autre ne connaissait l'existence, je murmurais autre chose, je ne suis plus cette fille. J'ai sauvegardé la vidéo sur un disque privé, imprimé des copies des documents légaux, tout stocké dans un coffre unifuge que j'avais acheté ce matin-là. Puis j'ai fait du thé, me suis assise près de la fenêtre, regardé le monde extérieur ne pas changer du tout, et j'ai quand même souri. Ils pensaient qu'ils avaient gagné. Ils n'avaient aucune idée que le jeu venait de commencer. Je ne m'attendais pas à dormir profondément après ce que j'avais découvert à la banque, mais les 2 dernières nuits s'étaient passées dans une sorte de clarté tranquille. Je ne me suis pas retourné ni n'ai rejoué de vieilles disputes dans ma tête. Je ne me suis pas demandé si j'exagérais. Pour une fois, le silence dans mon appartement ne semblait pas vide, il semblait mérité. Alors, quand mon téléphone a vibré à 6h13 du matin, le son m'a semblé vif, comme s'il n'avait pas sa place. Je l'ai attrapé, encore à moitié enveloppé dans la vieille courte pointe que mon grand-père m'avait donnée à l'université. Pas d'identification de l'appelant, juste inconnu. J'ai failli laisser tomber sur la messagerie vocale, mais quelque chose dans ma poitrine m'a dit « Réponds ». « Bonjour, Tena ». Sa voix était chaleureuse, trop chaleureuse. « Salut, c'est Romy. Je sais qu'il est tôt, désolé. Je voulais juste, j'espérais que nous pourrions parler, juste nous deux. » Je n'ai pas répondu tout de suite. Elle a comblé la pause. Je pensais que nous pourrions prendre un café, comme avant. Juste parler. Tu choisis l'endroit. La dernière fois que Romy m'a demandé de parler juste entre nous, j'ai fini par être blâmé d'avoir gâché le dîner de retraite de maman parce que je n'avais pas ri de la blague de son mari sur mon diplôme inutile. Pourtant, je me suis retrouvé à dire « D'accord. » 11h, Cornerstone Café. Elle a accepté rapidement, trop rapidement. Nous avons raccroché, et j'ai supprimé son numéro juste après, encore une fois, juste au cas où. Je n'ai pas fait grand-chose pendant les heures qui ont suivi. J'ai relu certaines des vieilles notes financières de grand-père provenant du coffre-fort,
j'ai laissé une théière refroidir et j'ai fait le tour de mon appartement plus d'une fois. Il n'y avait rien dans ce petit espace qui nécessitait d'être vérifié. Je ne voulais juste pas rester immobile avec ce que Romy pensait avoir planifié. Lorsque j'ai atteint le café, le ciel s'était adouci dans cette lumière grise d'hiver qui donne à tout un air un peu fatigué. J'ai immédiatement repéré Romy. Elle avait pris la même table que nous avions l'habitude de revendiquer pendant la semaine des examens finaux, un coin tranquille près de la fenêtre, trop loin du chauffage. Elle était déjà assise, manteau enlevé, un pull rose pâle épousant ses bras. Son sourire s'est illuminé quand elle m'a vu, presque comme si nous nous rencontrions après un week-end au spa. « Théna » a-t-elle soufflé, se levant comme pour me serrer dans ses bras, puis se ravisant. J'ai pris le siège en face d'elle sans un mot. « Ça fait trop longtemps », dit-elle, remuant son café même s'il semblait à peine touché. « Je n'arrête pas de penser à ces nuits tardives ici. Tu te souviens ? Toi avec tes surligneurs et tes fiches, moi mangeant du pain à la banane compulsivement, comme si c'était démodé. » J'ai fait un petit signe de tête. Tu prenais mon thé quand tu n'avais plus d'argent. Elle a ri un peu trop fort, puis a rapidement diminué le volume. Eh bien, oui. Tu avais toujours cette façon de planifier à l'avance. Tu avais 40 ans à 21 ans, dans le bon sens du terme. Le silence s'est installé entre nous. J'ai siroté ma camomille. Puis, comme sur un signal, elle a changé de sujet. Maman n'est plus la même depuis la lecture du testament, a-t-elle dit doucement. Elle ne mange pas, papa parle à peine. Ils souffrent. Ils ont l'impression que tu as juste disparu. J'ai levé un sourcil mais n'ai rien dit. Son sourire a vacillé. Tu sais, je comprends. Vraiment. Tu t'es toujours sentie comme une étrangère. Mais nous couper comme ça, c'est cruel, Théna. Le thé était chaud, réconfortant. J'ai laissé le silence agir. Je veux dire, a-t-elle continué, même grand-père parfois, il disait que tu retenais trop les choses, que tu étais distante. Je l'ai regardé. Il t'a dit ça, ou c'est quelqu'un d'autre ? Sa mâchoire s'est crispée, juste une seconde. Je dis juste que personne ne veut que cette famille s'effondre. Elle a essayé de croiser mon regard, mais j'étais déjà en train de prendre ma tasse. Son ton a vacillé. Alors ce chèque, celui que tu as jeté au feu, était-il réel ? C'était ça, la vraie raison de sa venue. Sa voix s'est légèrement brisée. Parce que si c'était le cas, alors c'est beaucoup d'argent à laisser brûler comme ça. J'ai doucement posé ma tasse. C'était juste un bout de papier. Elle a cligné des yeux. Quoi ? C'est parti maintenant. Le silence cette fois n'était pas confortable, il hérissait. Son sourire avait disparu. Quoi que grand-père t'ait laissé, quel que soit ce jeu, n'aggrave pas les choses plus qu'elles ne doivent l'être. Cette famille a déjà tellement perdu. Je me suis levé lentement, j'ai enfilé mon manteau. Alors ne perdons pas plus. Attends. Sa voix a légèrement monté. Tu sais que maman pense à contester le testament. Je me suis tourné vers elle. Mon visage n'a pas bougé. Elle peut essayer. Il n'y avait pas de colère dans ma voix, juste de la finalité. La bouche de Romy s'est ouverte, puis s'est refermée. Je suis sorti sans un mot de plus. Le vent s'était levé. Il mordait à travers mon manteau alors que je marchais vers ma voiture, mais je ne me suis pas pressé. Chaque pas semblait briser un rythme dans lequel j'étais resté trop longtemps. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'avais pas prévu de faire grand-chose en rentrant chez moi ce soir-là. J'ai enlevé mes chaussures, mon pull qui sentait encore légèrement le latte à la cannelle et la confrontation, et je suis resté immobile au milieu de ma cuisine comme si j'avais oublié à quoi ressemblait la normalité. Mes mains étaient encore froides bien que la pièce soit chaude. J'allais chercher la bouilloire quand j'ai remarqué quelque chose d'étrange, quelque chose de scotché à l'extérieur de ma porte d'entrée, juste en dessous du Judas. Au début, j'ai cru que c'était un flyer, mais la façon dont il était centré, net, blanc uni, ne semblait pas aléatoire. J'ai ouvert la porte et l'ai délicatement décollée. Pas de nom, pas d'adresse de retour, pas de timbre. Juste une simple enveloppe blanche, scellée. L'écriture était serrée, inclinée, écrite avec un stylo qui traînait un peu sur le papier. Quelque chose à ce sujet a réveillé un souvenir, mais il restait juste hors de portée, comme essayer de se rappeler l'odeur d'une maison d'enfance. J'ai fermé la porte, me suis assise à la table de la cuisine et l'ai fixée pendant une longue minute. Puis je l'ai ouverte.
À l'intérieur se trouvait une seule feuille de papier. Pas de salutation, pas de signature. Juste un message qui me coupa le souffle, ce qu'ils ont brûlé n'était pas le vrai chèque. Ne parle pas, agis sagement et regarde dans la boîte 8 de la société de sécurité. Tu comprendras tout. C'était tout. Je l'ai lu encore, puis encore. À la 5e fois, je n'avais toujours pas bougé. Mon esprit s'emballait, mais mon corps était immobile. Ce n'était pas la peur qui me bloquait, c'était la reconnaissance. Celui qui avait envoyé cela savait ce qui s'était passé, et qui qu'il soit, il essayait de m'aider. J'ai replié la note lentement et l'ai glissée sous un livre de cuisine sur le comptoir, comme si la cacher rendrait le moment plus réel. Puis j'ai ouvert le tiroir à côté de la cuisinière. C'était là, la vieille clé en laiton de mon grand-père. Il me l'avait donnée pour mes 18 ans, enveloppée dans un mouchoir avec une seule phrase, « Tu en auras besoin un jour, quand tu seras prête à te revendiquer. » À l'époque, je pensais que c'était juste une de ces choses cryptiques et sentimentales que les vieux disent quand ils sont nostalgiques. Je n'ai jamais demandé ce qu'elle ouvrait. Je l'ai juste gardée rangée, oubliée, jusqu'à maintenant. Je l'ai fixée, posée dans ma paume, lourde pour sa taille. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'étais allongé sur le canapé dans l'obscurité, l'enveloppe et la clé sur la table, le message résonnant dans mes oreilles comme s'il avait été chuchoté par quelqu'un se tenant juste derrière moi. Le matin est venu, gris et tôt. J'ai appelé la même entreprise de coffre-fort privé que grand-père avait utilisé, là où ils avaient lu son testament. La réceptionniste a décroché après la 2e sonnerie, sa voix sèche mais polie. « Bonjour, Langford Volten Estat. »« Bonjour, ai-je commencé, ma voix calme. Je suis Télina Marin. J'appelle pour faire un suivi sur un article résiduel lié à la succession de mon grand-père. Je crois qu'il se trouve dans un coffre sécurisé là-bas. » Il y a eu un bref silence, des bruits de clavier, puis elle a demandé, « Avez-vous le code clé ou le numéro de coffre ?»« Boîte numéro 8, ai-je dit, et oui, j'ai la clé. » Plus de silence, puis plus de bruit de clavier. « Cette boîte est répertoriée sous votre nom, mademoiselle Marin, a-t-elle dit. Nous pouvons fixer un rendez-vous pour cet après-midi. Vous aurez besoin de 2 pièces d'identité et de la clé originale. Je serai là à 14 heures, ai-je répondu. J'ai passé les heures suivantes en silence. Pas d'appel, pas de musique. J'ai même laissé le thé refroidir. Mon corps fonctionnait toujours me lavant, m'habillant, attachant mes cheveux en un chignon bas mais mon esprit était complètement ailleurs. À 13h30, j'ai glissé la clé en laiton dans la poche de mon manteau, fermé l'appartement à clé, et conduit en silence. Le bâtiment était niché dans une rue tranquille, bordée d'arbres qui avaient depuis longtemps perdu leurs feuilles. Une enseigne discrète à l'avant, une sonnette à la porte. Quand je suis entré, tout sentait légèrement le cèdre et le professionnalisme. La femme à la réception m'a salué avec un sourire neutre. « Boîte 8, c'est bien ça ?» J'ai hoché la tête, lui ai remis ma carte d'identité et la clé. Elle a examiné les deux, puis m'a conduit par un couloir étroit dans une petite pièce lambrissée. Il n'y avait qu'une seule chaise, une seule table, et un mur tapissé de coffres-forts. Elle en a déverrouillé un, la boîte 8 est sortie, me laissant seul. Je me suis assise. À l'intérieur de la boîte se trouvaient 3 objets. Le premier, un chèque de caisse certifié à mon nom pour 29 millions de dollars. Je n'ai pas réagi, pas à voix haute, mais mon souffle s'est coupé un instant, comme si mon corps devait s'adapter au poids pur du nombre qui me fixait. Le papier semblait réel, le sceau profondément estampillé, le nom de la banque légitime. Le deuxième objet, une enveloppe scellée à la cire rouge. Les mots sur le devant, écrits de cette écriture inclinée inimitable que j'avais vue seulement sur les cartes d'anniversaire et les notes de famille en grandissant, disaient, seulement s'il brûle le premier. Je l'ai tenu dans mes mains pendant longtemps avant de l'ouvrir. À l'intérieur se trouvait une courte note de mon grand-père, si tu lis ceci, alors ils t'ont montré qui ils sont vraiment. L'argent n'a jamais été le vrai cadeau. C'était de savoir à qui faire confiance quand le feu a commencé. Garde ton propre conseil, et ne les laisse plus te rapetisser. Il n'y avait pas de larmes, mais il y avait une oppression dans ma poitrine, pas de douleur, pas de tristesse, quelque chose de plus ancien, de plus profond, comme un nœud que je portais depuis des années avait enfin été nommé. J'ai remballé l'enveloppe, plié le chèque avec soin et fermé la boîte. Je n'ai rien dit à personne, pas même à la femme à la réception, qui a simplement hoché la tête lorsque j'ai rendu la clé. En rentrant chez moi, je n'ai pas allumé la radio. J'ai laissé le silence m'accompagner.
De retour dans mon appartement, j'ai enlevé mon manteau, placé l'enveloppe et le chèque dans mon petit coffre-fort, et je suis resté là un long moment. Mon reflet dans le miroir n'avait pas l'air différent, mais quelque chose avait changé. Pas à l'extérieur, à l'intérieur. Plus tard ce soir-là, alors que je m'apprêtais à manger une soupe que je n'avais pas vraiment envie de manger, un léger bruit me figea. Un bruissement. Du papier, peut-être. Je me suis levé, j'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai ouverte. Là, juste sous le paillasson, se trouvait une deuxième enveloppe. Pas de nom, mais cette fois pas de scotch, pas de note. Juste la forme de quelqu'un qui surveillait. De l'autre côté de la rue, à moitié dans l'ombre, à moitié visible, ils n'ont pas bronché quand je les ai regardés. Ils voulaient que je sache qu'ils étaient là. Je suis resté là, sur les marches de marbre du bureau du coffre-fort, le soleil chaud sur mon visage, mais la poitrine vide. La ville bougeait autour de moi, les voitures ronronnaient, les pas claquaient, mais ma concentration se rétrécit à une seule chose, la femme de l'autre côté de la rue. Elle ne faisait pas que se tenir là, elle observait. D'âge moyen, avec des cheveux auburn foncés tirés en un chignon serré, un pantalon, une veste beige, des lunettes de soleil trop grandes pour le ciel nuageux. Mais ce n'est pas son visage qui m'a saisi, c'était l'écharpe. Une écharpe en soie bleu pâle avec une bordure ivoire et de minuscules initiales brodées au coin, MC Marjorie Carole. Ma mère. Cette écharpe avait disparu il y a 3 ans. Elle avait prétendu que la blanchisserie l'avait perdue. Je l'avais cru. Mais maintenant, elle pendait doucement autour du cou de cet inconnu, comme si elle lui appartenait, et elle me fixait. Pas le genre de regard que l'on jette en passant, pas une curiosité désinvolte. Elle suivait chacun de mes mouvements. J'ai ajusté la bretelle de mon sac et j'ai détourné le regard, faisant semblant de vérifier mon téléphone. Puis je me suis tourné vers King Street, comme si je ne l'avais pas remarqué. Ma main tremblait en poussant la porte du café au coin de la rue. À l'intérieur, ça sentait la cannelle et l'expresso brûlé. Je ne me suis pas arrêté. J'ai traversé la salle à manger, j'ai salué le jeune barista, et me suis dirigé directement vers la porte du personnel à l'arrière. « Madame, vous ne pouvez pas. » Je rejoins juste quelqu'un dans l'allée, c'est bon, ai-je dit rapidement, sans même me retourner. La porte métallique a gémi en s'ouvrant et je suis sorti dans la ruelle arrière tranquille, les murs de briques se refermant des deux côtés. Je me suis déplacé rapidement, contournant la boulangerie, puis traversant le parking, revenant vers la rue Deux Pâtés de maisons plus loin. Quand j'ai finalement atteint le coin et jeté un coup d'œil vers le bâtiment du coffre-fort, elle était partie. Pas d'écharpe, pas de veste beige. Juste des touristes et du trafic, comme si elle n'avait jamais été là. Mais elle l'avait été. Je savais qu'elle l'avait été. Je ne suis pas rentré directement chez moi, mon instinct ne me l'a pas permis. Au lieu de cela, j'ai longé les devantures, les souvenirs. Mes pieds m'ont mené à la vieille bibliothèque où grand-père m'emmenait quand j'étais petite. Elle n'avait pas beaucoup changé, mêmes escaliers ébréchés, même odeur fanée de papier et de cirage. À l'intérieur, je me suis dirigé vers la dernière rangée d'ordinateurs publics. Pas de carte d'identité requise, pas de connexion nécessaire, juste du temps et une main calme. J'ai ouvert le navigateur et tapé l'adresse email de la succession que j'avais reçue lors de la révision du testament. Ce n'était pas quelque chose que je consultais souvent, la plupart des mises à jour étaient du jargon juridique ou des notifications du fiduciaire. Mais aujourd'hui, quelque chose m'attirait. Et là, c'était là, un message marqué que je n'avais jamais ouvert, envoyé il y a 3 semaines depuis molderacrust.org, sujet, ne pas ignorer. J'ai hésité un instant, puis j'ai cliqué. Le message était bref, ils ne sont pas après l'argent. Ils sont après la signature qui prouve à qui appartient l'entreprise. En annexe, un document numérisé. Je l'ai ouvert, les mains froides maintenant. C'était un formulaire de transfert légal, signé et notarié, daté de 2 semaines avant l'AVC de grand-père. Il m'attribuait le contrôle total de Carole Marin Holdings sur les droits de vote, chaque part de décision à moi. Mon nom était là, mon nom complet dans son écriture, Télina Maurice Marin. Mon souffle se coupa. Il ne s'agissait pas seulement d'argent. Il s'agissait de pouvoir, de contrôle, d'héritage. Je me suis penché en arrière sur la chaise, le cœur battant, non pas de choc, mais de reconnaissance. Il ne voulait pas que je sois pauvre, il voulait que je sois impuissante. Je n'ai rien imprimé, rien téléchargé. J'ai juste fermé la fenêtre, effacé l'historique du navigateur et suis parti. Dehors, le vent s'était levé.
Je traversais la rue vers ma voiture quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Bloqué, en fait. J'aurais dû l'ignorer, mais quelque chose en moi a dit « Réponds ». Allô? Il y a eu une pause, puis une voix que je n'avais pas entendue depuis les funérailles de grand-père, calme, mesurée, familière. Tu as ouvert la boîte 8, n'est-ce pas? Je me suis figé. Qui est-ce? C'est Melba, a-t-elle dit doucement. Et si tu as ouvert cette boîte, tu dois écouter attentivement. Melba. L'assistante de grand-père pendant plus de 2 décennies. Elle avait disparu des documents de la succession juste après la lecture du testament. J'avais supposé qu'elle avait été payée ou qu'elle avait pris sa retraite discrètement. Que voulez-vous dire par écouter attentivement? Vous pensez qu'ils veulent juste vous priver de l'héritage? Demanda-t-elle. Ce n'est plus ça. Ils réécrivent les registres. Ils vous effacent. Ma bouche est devenue sèche. Pourquoi? Parce que si vous n'existez pas sur le papier, a-t-elle dit, vous ne pouvez rien posséder. Vous ne pouvez rien contester. Vérifiez l'acte de propriété de la propriété de Charleston, l'original, pas les copies. Puis allez aux archives historiques de Charleston. Utilisez votre nom de naissance. J'y ai laissé quelque chose pour vous il y a des mois, juste au cas où. Attendez, Melba, mais la ligne s'est coupée. Je suis resté immobile, serrant le téléphone comme s'il allait me brûler la paume. Il ne se contentait pas de voler, il réécrivait. Il m'enterrait sous la paperasse, sous de fausses histoires, sous de nouveaux documents. Et personne ne le saurait si je ne les arrêtais pas. Je suis rentré à mon appartement comme si j'étais sous l'eau. J'ai croisé des gens, des voitures, des chiens aboyant derrière des clôtures. Je ne me souviens de rien de tout ça. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir fermé la porte à clé derrière moi, de jeter mes clés sur le comptoir et de sortir mon ordinateur portable. J'ai ouvert le navigateur, le cœur battant fort maintenant, et puis j'ai tapé le nom que je n'avais pas utilisé depuis que j'étais enfant, Télina Maurice Carroll. Et ce qui est apparu m'a fait oublier comment respirer. Je ne me souvenais même pas de l'avoir tapé, mes mains ont bougé par instinct. The Maurice Carroll. J'ai appuyé sur Entrée. L'écran a clignoté une fois, puis est apparu le résultat, statut, décédé. Date de décès, il y a 2 semaines. Cause, collision avec un piéton. Confirmé par dossier dentaire. Je suis resté figé. La chaise sous moi me semblait à des kilomètres. Le monde était trop silencieux. Je n'étais pas seulement rayé du testament, j'étais effacé de la vie. La jeune femme au comptoir d'accueil des archives a cliqué sur son stylo et a levé les yeux. Tout va bien, madame? J'ai dégluti difficilement. Je pense qu'il y a une erreur. Elle a poussé ses lunettes. Puis jeté un coup d'œil. J'ai tourné l'écran vers elle. Son expression n'a pas changé. Hein, a-t-elle marmonné. Je veux dire, ça arrive parfois. Les dossiers se mélangent, surtout si quelqu'un d'autre portant votre nom est décédé. Je doute fort qu'il y ait une autre Télina Maurice Carroll née dans ce comté. Elle s'est penchée. Eh bien, ce n'est pas juste une confusion. C'est une copie certifiée. Vous voyez ce sceau? Cela signifie que ça a été validé par quelqu'un d'autorité. Ça a été traité par le bureau du registraire d'État. Mon souffle s'est coupé. Comment une chose pareille a-t-elle pu arriver? Elle a hésité. Honnêtement, d'habitude, quelqu'un le demande par des voies légales. Ça pourrait être un hôpital, un exécuteur testamentaire, une famille, la famille, bien sûr. Ils ont simulé ma mort, ai-je murmuré. La fille n'a pas réagi, elle a juste pris une note autocollante. Vous pourriez déposer une correction auprès des registres de la ville. Vous aurez besoin de votre pièce d'identité, de votre numéro de sécurité sociale, d'une preuve d'identité. Ce n'est pas impossible, juste un casse-tête. Un casse-tête, j'ai hoché la tête lentement. Merci. Vous avez été utile. Au moment où je suis sorti, je me suis senti à nu, comme si je marchais sans peau. Chaque souffle me faisait mal, chaque pas semblait trop bruyant. J'ai pris un taxi pour le bureau des archives de la ville de Charleston. Mes doigts tremblaient en sortant ma carte d'identité, ma carte de sécurité sociale, tout ce que je pouvais trouver dans mon sac qui me liait au nom qui, selon eux, n'appartenait plus à une personne vivante. La commis était polie, trop polie, ce genre de ton de service client répété qui me mettait instantanément mal à l'aise. Elle a tapé quelques minutes,
puis a froncé les sourcils. C'est étrange. Quoi, ai-je demandé, essayant de paraître calme. Votre numéro de sécurité sociale a été signalé comme inactif. Cela n'arrive que quand quelqu'un meurt, ai-je terminé pour elle. Elle m'a regardé, la pitié dans les yeux. Exactement. J'ai sorti mon téléphone pour me connecter à mon application bancaire. Erreur. Compte introuvable. J'ai essayé l'application de carte de crédit. Votre carte a été suspendue. Contactez votre émetteur. Je me suis appuyé contre le comptoir, étourdi. Madame, a dit la commis doucement, voulez-vous que j'appelle quelqu'un pour vous? J'ai secoué la tête. Non, non. J'ai juste besoin d'une minute. Elle a hoché la tête et s'est éloignée. J'ai regardé par la fenêtre. Les rues bougeaient comme d'habitude, des gens qui allaient déjeuner, des couples qui riaient, des enfants qui attendaient un bus. Et moi, un fantôme avec un cœur qui bat. Un souvenir a jailli, moi assise à côté de grand-père après sa 3e crise, sa voix lente mais toujours aussi perçante. S'ils ne peuvent pas te contrôler, ma chérie, ils t'effaceront de la carte. C'est ce que fait le pouvoir quand il a peur. Il efface. Il n'avait pas exagéré. J'ai quitté le bâtiment sans un mot de plus, marchant vite maintenant. Il ne s'agissait plus seulement d'être exclu du testament. Il ne s'agissait plus d'argent. Il s'agissait d'identité, d'héritage, d'existence. Il n'avait pas seulement volé mon droit d'aînesse, il m'avait tué sur le papier, du moins. Je ne me sentais pas en sécurité en rentrant chez moi, pas dans mon appartement, nulle part familier. Alors je me suis réfugié dans un café voisin, j'ai utilisé le Wi-Fi public pour chercher un motel pas cher et j'en ai réservé un sous un faux nom de famille. La femme à la réception n'a même pas levé les yeux quand j'ai payé en espèces. La carte clé a à peine fonctionné, mais la porte a finalement cédé avec un déclic. À l'intérieur, j'ai laissé tomber mon sac et me suis assise au bord du lit. Les murs étaient d'un jaune maladif, la couette sentait les vieilles cigarettes, et la climatisation tremblait comme si elle protestait contre la vie elle-même. Rien de tout cela n'avait d'importance. J'ai sorti la petite clé USB de la boîte 8, celle qui n'était étiquetée qu'avec mes initiales. Je n'ai pas hésité. L'ordinateur portable a bourdonné doucement en lisant le contenu. Un dossier est apparu, un seul fichier, regardez-moi d'abord .mp4. J'ai cliqué. La vidéo a chargé lentement, puis il était là, grand-père. Il était assis dans le solarium de sa vieille maison, un cardinal rouge perché devant la fenêtre derrière lui. Ses yeux, bien que fatigués, étaient fixés droit dans l'objectif. Si tu vois ça, Télina, c'est qu'ils sont allés trop loin. Ma gorge s'est serrée. Tu as toujours été celle qui se tenait à part. Non pas parce que tu le voulais, mais parce qu'ils ne te laissaient pas entrer. Mais la compagnie, le trust, l'héritage, c'était toujours destiné à toi. Il a fait une pause, a respiré prudemment. Mais je savais qu'ils essaieraient de le prendre. Et quand ils ne pourraient pas, ils viendraient te chercher. Alors j'ai déplacé la dernière pièce quelque part où ils ne penseraient jamais à chercher. Quelqu'un qu'ils ne soupçonneraient jamais. Ses yeux se sont plissés. Il y a un homme nommé Jasper Bell. Il vit près de la route 17, près de l'ancien entrepôt. Tu y trouveras ce dont tu as besoin. L'écran a clignoté, puis il est devenu noir. Je suis resté immobile, le cœur battant. Il m'avait enterré vivante, mais grand-père avait planté quelque chose dans la terre. Je me suis levé, j'ai remis la clé USB dans son étui, et je me suis regardé dans le miroir au-dessus de la commode bon marché. Je ne ressemblais plus du tout à ce que j'étais il y a une semaine, pas de maquillage, des yeux creux. Mais quelque chose d'autre avait aussi changé. Je n'avais plus peur maintenant. J'étais concentré. Il est temps de me ressusciter, ai-je dit, et je le pensais. J'ai à peine dormi. Le lit du motel bon marché était rigide, le climatiseur vibrait comme s'il toussait, et toutes les demi-heures, un semi-remorque grondait sur l'autoroute à l'extérieur. Mais ce n'est pas ça qui m'a tenu éveillé. C'était la voix dans cette vidéo au grand-père, me regardant droit dans les yeux, comme s'il savait que ce jour viendrait. Et peut-être qu'il le savait. Peut-être qu'il a toujours su qu'ils essaieraient de m'enterrer, pas seulement au sens figuré, mais par mon nom, sur papier, dans les registres. Je suis parti avant que le soleil ne se lève complètement. L'air était lourd de cette humidité côtière moite, le genre qui colle à la peau avant le petit déjeuner. J'ai conduit avec les fenêtres baissées de toute façon, ayant besoin du vent, du bruit,
de n'importe quoi pour me maintenir ancré tandis que mes pensées tournaient en rond. Le GPS m'a emmené 40 minutes en dehors de Charleston, au-delà des centres commerciaux et des stations-service abandonnées, et plus profondément dans les forêts de pins et les routes fissurées. J'ai dépassé un magasin d'appâts, un barbecue rouillé, et puis rien, juste des arbres. Puis, comme un souvenir que vous n'avez pas demandé, l'ancienne clôture en grillage est apparue sur ma droite. Derrière elle, quelques unités de stockage métallique trapu se tenaient comme des reliques d'un autre temps. Une enseigne cabossée avec des lettres effacées penchées en biais, Carroll & Company Emergency Holdings. Je me suis garé à côté d'un carré de mauvaise herbe et de gravier. Pendant une minute, je suis resté assise là. Aucun mouvement, aucun son sauf les cigales et un corbeau lointain. C'était si ordinaire, si simple, que ça ressemblait presque à une blague. Mais le GPS a clignoté en vert, unité 19B, 36 pieds devant. Le cadenas n'était pas cassé. Il a couiné quand j'ai tourné la clé de la boîte USB. La poussière s'est détachée lorsque la porte a grincé en s'ouvrant, et la lumière s'est déversée par le puits de lumière sale au-dessus. Je me suis tenu au bord, observant. Des boîtes, des étagères métalliques, un tapis roulé, quelques chaises de bureau empilées pêle-mêle dans le coin. Mais au centre, comme s'il l'avait destiné à être trouvé en premier, se trouvait une mallette ignifuge noire, robuste. Et dessus, scotché avec du ruban adhésif jauni, une note de la main de grand-père, s'il te brûle un jour, ouvre ceci. Je l'ai tiré près de moi et me suis assise sur l'une des caisses. Mes doigts tâtonnaient les loquets. À l'intérieur se trouvaient des vérités auxquelles je n'étais pas prête. Sa voix de nouveau, cette fois sur un petit magnétophone étiqueté au stylo, pour ses oreilles seulement. J'ai appuyé sur lecture, et sa vieille voix, maintenant plus fragile, a rempli le silence. Ils m'ont dit qu'ils me mettraient dans une maison de retraite si j'essayais de le changer. Ta tante a même apporté des papiers qu'elle prétendait avoir été examinés par un tribunal. Mais je savais. Je savais ce qu'il faisait. Alors je t'ai laissé quelque chose qu'il ne pouvait pas atteindre. J'ai cligné des yeux, retenant mes larmes. Ils ne veulent pas seulement te couper, Télina. Ils veulent ton silence. Mais toi. La bande a crépité, tu es l'héritage dont ils ont peur. Sous l'enregistreur se trouvait un dossier manille. À l'intérieur, mon acte de naissance original. Pas celui révisé que l'avocat du cabinet m'avait montré il y a 2 ans, celui qui répertoriait le nom de famille de mon beau-père. Celui-ci était intact, pur, Télina Maurice Carroll. Pas de trait d'union, pas de modification. Ensuite sont venues les lettres 10, peut-être 12 d'entre elles toutes adressées à moi. La plupart n'avaient jamais été envoyées. L'une était datée de la semaine précédant la soi-disant finalisation de son testament. Une autre, écrite 2 jours après le dépôt du certificat de décès falsifié. J'ai continué. Un brouillon de testament, signé et notarié, me nommant unique exécuteur et actionnaire majoritaire du trust familial Carroll. Mes mains ont commencé à trembler. Cette date, c'était après le soi-disant dossier de décès. Ils savaient que j'étais vivante et ils l'ont quand même déposé. Sous le testament, glissé sous un classeur en plastique dur, se trouvait un acte de propriété foncière. Mon nom était dessus, pas celui de mon père, pas celui de Romy. Le mien. Grand-père avait transféré les droits discrètement des années auparavant et l'avait enregistré via un trust séparé. C'était le terrain sous la succession, la fondation même sur laquelle ils avaient bâti toute leur illusion de pouvoir. J'ai pris une inspiration, une profonde, puis une autre. Ce n'était pas seulement du vol, c'était la guerre. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à prendre des photos, chaque page, chaque document. Je les ai scannés à l'aide d'une application de cryptage cloud que j'avais téléchargée la nuit précédente et j'ai tout téléchargé sur un lecteur caché, sauvegardé à 3 endroits différents. Puis je les ai étiquetés par catégorie, testament, fiducie, fraude d'identité, acte. Une fois le dernier fichier téléchargé, j'ai sorti le téléphone prépayé bon marché que j'avais acheté près du motel et j'ai composé le numéro que j'avais écrit au dos de mon reçu de motel, droit successoral et des actifs, bureau de Charleston. Une femme a répondu à la 2e sonnerie. J'ai besoin de parler à quelqu'un au sujet d'une contestation de testament et d'une fraude d'identité, ai-je dit calmement. Elle a fait une pause. Avez-vous des documents? Oui. Et je préférerais parler en personne, discrètement. J'ai réservé le créneau le plus tôt disponible pour cet après-midi, 14 heures. Alors que je sortais du hangar poussiéreux, le soleil de fin de matinée était déjà brutal. Je l'ai refermé à clé,
vérifiant 2 fois le loquet, et j'ai commencé à marcher vers la voiture. Mon téléphone jetable a vibré. Messagerie vocale. Je l'ai écouté sur haut-parleur en déverrouillant la porte. Talina? La voix de Romy était brisée, comme si elle avait pleuré. Si tu es vivante, je ne savais pas qu'ils iraient aussi loin. Je ne savais pas pour le formulaire de décès. Je jure que ce n'était pas moi. J'ai juste signé là où ils m'ont dit. Je ne savais pas ce que c'était. S'il te plaît, crois-moi. Silence, puis un souffle tremblant avant qu'elle ne raccroche. Je suis resté là, le téléphone toujours en main, pendant 1 minute entière, sans bouger, sans penser. Et puis j'ai ri, un rire doux, amer, mais avec un bord tranchant. Merci pour la confession, ma sœur. Je suis monté, j'ai bouclé ma ceinture et j'ai vérifié l'adresse du cabinet d'avocat une dernière fois. Il voulait que je disparaisse, que je sois oublié, effacé. Mais je suis toujours là. Et maintenant, j'ai des preuves. Je suis sorti de l'entrepôt poussiéreux et je me suis exposé à la lumière du soleil comme si je venais de sortir d'une crypte. Tout ce que je tenais dans mes bras me semblait plus lourd maintenant, les dossiers, une clé USB, la cassette de grand-père, non pas à cause du poids, mais à cause de ce qu'il signifiait, la preuve. Après tous leurs mensonges, j'avais enfin quelque chose de solide. Je n'ai pas conduit directement au centre-ville. Je me suis arrêté dans un restaurant près du viaduc, me suis assise dans une cabine près de la fenêtre et n'ai commandé que du café. J'avais besoin d'un moment pour respirer, pour réfléchir, pour me recentrer. Ce n'est qu'après avoir téléchargé chaque page scannée dans un dossier cloud verrouillé que j'ai finalement expiré. Le téléphone jetable a vibré doucement à côté de la tasse. Madame Horton vous verra à 15h30. Utilisez l'entrée côté 6e rue. Demandez Rita. J'ai laissé un pourboire sous ma tasse intacte et j'ai conduit au centre-ville, devant le palais de justice que j'avais l'habitude de longer adolescente, me demandant si la justice y résidait vraiment. Aujourd'hui, j'allais le découvrir. Le bâtiment Fulton et Wesley n'avaient pas l'air du genre d'endroit qui recelait des secrets, mais je savais mieux. Les bureaux juridiques n'avaient pas besoin de crier le pouvoir, ils le chuchotaient, derrière des vitres dépolies et des portes lourdes. J'ai vérifié mon reflet dans le mur de l'ascenseur. Mon visage semblait calme, peut-être même élégant. Personne n'aurait deviné qu'il y a à peine 2 jours, j'étais une femme effacée. Maintenant, je portais mon propre nom comme une arme chargée. Au bureau de la réceptionniste, j'ai parlé doucement. Théna Marin. J'ai rendez-vous à 15h30 avec Sylvia Horton. La femme derrière le comptoir n'a cligné des yeux qu'une seule fois, mais j'ai perçu le clignotement. Ses doigts se sont immobilisés sur le clavier, comme si elle attendait que quelqu'un la corrige, mais personne n'est venu. Bien sûr, a-t-elle dit, d'une voix neutre. Veuillez vous asseoir. La salle d'attente était calme, pleine de murmures et d'un silence coûteux. Peu de temps après, une porte s'est ouverte. Elle semblait appartenir à une autre époque, un costume élégant, des cheveux argentés tirés en arrière, des yeux sérieux. Zelina Marin, a-t-elle dit, plus une affirmation qu'une question. Je me demandais quand vous cesseriez d'être le fantôme de leur histoire. Sa voix n'était pas sèche, mais elle n'était pas douce non plus. Elle était stable, ancrée. Elle ne parlait pas pour impressionner, elle parlait comme une femme qui avait gagné des batailles et enterré l'inutile. Je l'ai suivie dans le couloir jusqu'à une pièce privée, simple mais protégée par d'épais murs et une armoire verrouillée. Elle a fait signe vers la table. Qu'avez-vous? J'ai posé doucement la mallette, ouvert les dossiers, étalé les photos, branché la clé USB. Elle n'a pas bronché en examinant chaque document. Elle a juste hoché la tête de temps en temps, comme pour cocher des cases dans son esprit. Mais lorsqu'elle a déplié la lettre marquée de la main tremblante de grand-père, s'il te brûle un jour, ouvre ceci, ses yeux ont fait quelque chose de petit. Ils se sont adoucis, juste un instant. Puis elle a tiré un tiroir, étalé un bloc-notes et tapoté 2 fois un stylo avant de parler. Vous n'allez pas aimer la suite. Je n'ai pas aimé grand-chose jusqu'à présent, ai-je dit doucement. Elle a esquissé un demi-sourire. C'est juste. Sylvia a ouvert un de ses propres dossiers et en a sorti une enveloppe scellée. Ses doigts l'ont fait glisser vers moi. Votre grand-père n'était pas aveugle. Il savait que des représailles étaient possibles. 2 mois avant sa mort, il est venu nous voir discrètement, nous a fait notarier une déclaration sous serment de témoin et une déclaration personnelle. J'ai regardé le sceau, intact. Il vous a nommé unique héritière de tous les actifs liquides, actions, obligations, réserves de trésorerie.
Pas la terre, ça, c'est le domaine de l'acte de fiducie, et d'après ce que vous m'avez montré, vous avez géré ça. Mais la déclaration? C'est de l'or. J'ai ouvert l'enveloppe. Ces mots étaient simples, tapés à la machine, moi, Bernard Marin, saint d'esprit et de corps, affirme par la présente avoir révisé ma succession afin de désigner ma petite-fille, Télina Marin, comme l'héritière légitime et unique de toutes les avoirs financiers non liés à la terre. Je l'ai fait librement et en pleine connaissance des litiges familiaux existants. En dessous, le nom du notaire, Edna Monroe. Un nom que je n'avais pas entendu depuis les pique-niques de l'église de mon enfance. Elle en a été témoin? Ai-je demandé, la voix rauque de souvenir. Sylvia a hoché la tête. Elle est à la retraite maintenant, elle vit dans le nord de l'État, mais elle a fait une déclaration écrite sous serment, notariée devant 2 avocats. J'ai fixé le document. Ma gorge était sèche, mais pas de nervosité, d'autre chose, de la vindication. Froide, calme, nette. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Sylvia s'est appuyée en arrière sur sa chaise. Maintenant, a-t-elle dit, nous déposons une contestation de succession. Nous demanderons une audience accélérée basée sur des preuves dissimulées et des dépôts falsifiés. Et nous laisserons le tribunal décider qui mérite les cendres et qui mérite l'empire. Un silence s'est installé entre nous. Puis elle a ajouté, mais ne les contactez pas, laissez-les continuer à sourire devant la caméra. Laissez-les continuer à vous qualifier d'instable en public. Chaque mot qu'ils disent en ce moment est un cadeau. J'ai sorti mon téléphone de la poche de mon manteau et lui ai montré une capture d'écran, ma mère bras dessus bras dessous avec Romy, debout devant l'enseigne de la propriété avec la légende, première en ligne, toujours. Sylvia n'a pas réagi. J'ai dit, j'ai déjà réservé un photographe pour moi. Je le posterai juste en dessous, un peu avant l'arrivée de la notification, juste assez de temps pour que la honte s'installe. Elle a hoché la tête. Laissez-le saigner lentement. Je me suis levé, j'ai ramassé mes dossiers et lui ai serré la main. En entrant dans le couloir, mon téléphone a vibré. Pas un SMS cette fois, un message vocal. C'était Romy. Sa voix tremblait, mince, effilochée, presque désespérée. Si tu es vivante, je ne savais pas qu'ils iraient aussi loin. Je ne savais pas pour le formulaire de décès. Je jure que ce n'était pas moi. S'il te plaît, ne me rejette pas. Je n'ai rien signé, c'était tout? Papa, s'il te plaît. Je l'ai écouté 2 fois, puis j'ai appuyé sur enregistrer. En sortant dans la rue, j'ai souri. Non par cruauté, non par fierté, juste par paix. Merci pour la confession, ma sœur. La veille de l'audience, je n'ai pas pu dormir. Non par nervosité, cette partie s'était consumée il y a des semaines, quand ils m'avaient abandonné sans même un regard en arrière, quand ils en avaient ri en ligne, quand ils avaient posté le chèque comme une sorte de médaille d'honneur pour m'avoir abandonné. Mais maintenant, quelque chose pesait plus lourd dans ma poitrine, une vibration sous mes côtes comme une tempête qui se formait, mais pas de peur de savoir que j'étais sur le point d'y mettre fin. Ce matin-là, je suis entré dans la cour de succession du comté le dos droit, les cheveux attachés, et Sylvia à mes côtés dans un rythme calme et concentré qui correspondait au mien. Elle m'a jeté un regard discret alors que nous passions la sécurité. Dernière chance de faire marche arrière. J'ai rencontré ses yeux. Ils ont mérité chaque mot. Nous avons traversé l'atrium en marbre et avons suivi les panneaux jusqu'à la salle d'audience 2B. C'était calme, trop calme pour ce que j'étais sur le point de faire, le genre de calme qui fait oublier aux gens à quel point la vérité peut être bruyante quand elle a enfin un micro. À l'intérieur, mes parents étaient assis ensemble. Mon père portait un blazer bleu marine qu'il n'avait pas pris la peine de repasser, et ma mère était parée de perles, bien qu'elles fussent mal posées sur son cou, comme si elle savait ne pas y appartenir. Ils ne me regardaient pas, mais leur sourire narquois ne se cachait pas. Leur avocat jeune, trop confiant, bruyant était appuyé sur sa chaise comme s'il avait déjà gagné. Cela rendait ce qui allait suivre encore plus doux. Le juge Kinley est entré, aussi sévère que jamais. Il ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, chaque mot semblait peser de tout son poids devant le tribunal. L'audience a commencé. Formalité, langage successoral, page tournée, document présenté. Puis Sylvia s'est levée. Elle ne s'est pas pressée. Elle a parlé comme quelqu'un qui savait que le silence était son allié. Nous sommes ici aujourd'hui pour finaliser la succession de Monsieur Henri Darnel, dont le testament est contesté. L'avocat de mes parents s'est levé ensuite. Votre honneur, le testament le plus récent du défunt,
daté de février de l'année dernière, laisse clairement tous les biens et actifs importants à mes clients. Kinley a hoché la tête. Continuez. Sylvia a calmement ouvert un dossier. Nous soumettons comme preuve un testament révisé, exécuté sous conseil juridique, daté de 5 mois plus tard, nommant ma cliente, Mademoiselle Télina Darnell, unique héritière. Mon père a ricané. C'est un faux. Kinley a levé la main. Vous aurez votre tour. Sylvia n'a même pas scié. De plus, nous avons une déclaration sous serment d'une notaire à la retraite qui a été témoin de la signature, ainsi que de la correspondance prouvant qu'il n'y avait aucune déficience cognitive à ce moment-là. Le jeune avocat a levé les yeux au ciel. Il n'est pas rare que les familles revendiquent de nouveaux testaments, surtout les proches éloignés. Sylvia a souri faiblement. Nous avions anticipé cette objection. Elle a tapoté sa tablette et l'a connectée à l'écran de la salle d'audience. Les lumières ont légèrement baissé, puis le visage de grand-père est apparu émacié, les yeux doux mais perçants, allongé sur un lit de soins palliatifs, un tube à oxygène dans le nez. Mais sa voix était claire comme le jour. S'ils sont de nouveau au tribunal, cela signifie qu'ils font ce que je craignais. Si tu regardes ça, ma chérie, c'est parce que je savais qu'ils essaieraient de t'effacer. Mais tu n'as jamais été oubliable. Je n'ai pas respiré. Il a regardé droit dans la caméra, pas fragile, pas confus, juste fatigué et ayant fini de jouer le jeu. Ils m'ont fait signer une version du testament que je ne voulais pas, ils m'ont fait pression, ils m'ont dit que tu essayais juste de prendre ce qui ne t'appartenait pas. J'étais faible, mais pas parti. Je l'ai changé discrètement, et je me suis assuré que quelqu'un d'honnête me voit le signer. Il a fait une pause, a dégluti difficilement. Ils prétendront que c'est une question d'équité, mais toi et moi savons tous les deux que c'est une question de honte. Je n'avais pas honte de toi. J'avais honte de les laisser gagner. La vidéo s'est terminée. Ma mère a fait un bruit d'étouffement. L'avocat à côté d'elle a murmuré quelque chose d'urgent, mais elle l'a repoussé. Sylvia n'avait pas fini. Elle a ajouté une impression au dossier. Votre honneur, nous soumettons également des messages textes de Romy Darnell, envoyés à Monsieur Darnell au cours de ces derniers mois, suggérant qu'il ferait mieux de s'en tenir au script ou alors les choses pourraient se compliquer rapidement. Voilà. Pas de cris, pas de drame, juste des faits. Le juge Kinley s'est lentement appuyé en arrière. Son expression était illisible au début, puis est venu le lent hochement de tête. J'ai vu l'avidité, a-t-il dit. J'ai vu la cruauté. Mais rarement ai-je vu les deux aussi bruyantes et aussi stupides. Il a regardé directement mes parents. Vous avez tenté de tromper ce tribunal, de dissimuler la coercition et de détruire des documents juridiques. Mademoiselle Darnell, il s'est tourné vers moi, et confirmé comme l'unique héritière légale. La succession sera transférée en conséquence. J'ai expiré, mais il n'avait pas fini. Quant au défendeur, votre comportement justifie un examen plus approfondi. En attendant l'enquête sur la coercition des personnes âgées et la falsification de documents, j'ordonne le gel de vos avoirs actuels et prononce une amende pour outrage au tribunal. Mon père s'est levé comme s'il allait discuter, mais le juge ne l'a même pas reconnu. L'audience est levée. Dehors, l'air était différent. Ce n'était pas seulement la brise printanière, c'était plus léger, comme si quelque chose de lourd s'était enfin décollé de mon dos. Je me tenais seul sur les marches du palais de justice, des papiers à la main, quand un reporter avec un micro s'est approché. Madame Darnell, souhaitez-vous faire une déclaration? Y a-t-il quelque chose que vous aimeriez dire à vos parents après tout cela? J'ai fait une pause, j'ai regardé la rue. Des gens passaient, des klaxons retentissaient. Le monde ne s'est pas arrêté pour mon histoire, mais la mienne venait de changer. Je me suis tourné vers la caméra. Ils ont déjà tout dit quand ils ont mis le feu au seul amour qui m'ait jamais vu. Je suis parti, non pas en colère, mais en paix.